On laisse venir un tout petit peu les gens et en plus on a notre présidente qui est en train de courir pour venir nous apporter nos super flyers que nous avons Pensez à apporter déjà. en plus, que Mais nous avons qui ne oublié sont dans la pas voiture, encore mais c'est pas grave. On va démarrer, je vais juste vous présenter un tout petit peu l'association ABPIDF. Alors cette association en fait, nous on est le petit bébé. Parce que cette association, elle a vu le jour en 2021-22. Ouais, c'est ça, au moment du Covid. Au moment du Covid, sous l'égérie de Gianni Marangeli, qui est un ostéopathe de renom et alors si vous êtes dans la pédiatrie et notamment en tout cas en crânien, qui est un monsieur, un ostéopathe qui a écrit un magnifique bouquin. Et donc je fais la pub évidemment. Ce bouquin-là, qui est à mettre entre toutes les mains des kinésithérapeutes, des ostéopathes, même si vous n'êtes pas formé en pédiatrie, en tout cas crânienne. Oui, ouais, voilà. tout à fait. Ça concerne les ostéos, ça concerne les kinésithérapeutes. Voilà, c'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire et on travaille main dans la main. Solène est kinésithérapeute, je suis kiné-ostéopathe et notre présidente qui va bientôt arriver est ostéopathe et nous travaillons ensemble pour ces petits bouts de chou, pour ces bébés-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les déformations crâniennes positionnelles, donc on va en parler très rapidement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est très important, nous en tant que professionnels de santé, donc qu'on soit kiné ou ostéo, nous avons un rôle primordial auprès des parents d'information et de prévention. Aujourd'hui, les statistiques, elles sont très claires. Un parent qui est informé parce que vous l'avez eu en rééducation pour une entorse de cheville pendant que la maman était, je sais pas, enceinte, etc. Cette maman-là, si vous lui avez donné les bons conseils, prodigué les bons conseils, eh bien, c'est une maman qui va être très attentive à son bébé et qui saura reconnaître d'éventuels troubles, enfin en tout cas d'éventuelles malformations au niveau de son crâne et qui saura faire les bons gestes. Parce que notre rôle, au-delà du soin, c'est aussi la prévention, c'est aussi le conseil, c'est aussi l'éducation thérapeutique. Et la prévalence est telle qu'aujourd'hui, c'est quand même un bébé sur 3, un bébé sur 2 qui est touché par cette plagiocéphalie, enfin la déformation crânienne positionnelle en général. C'est quelque chose qui apparaît en général entre 6 à 8 semaines de vie, donc ça arrive très très tôt après la naissance. Nous, on n'a pas forcément les mamans encore à ce moment-là, mais on va commencer à les avoir, par exemple, en rééducation périnéale pour celles qui font la rééducation uro. C'est aussi le moyen de commencer à regarder la tête du bébé, de donner aussi des informations. Au-delà de ça, on va commencer à parler des facteurs de risque. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, mais avant tout, ce qu'il faut connaître, oui, les facteurs de risque. Oui, les facteurs de risque. On y va ? Allez, facteurs de risque. Donc, c'est une pathologie qui est plurifactorielle. On a des facteurs de risque qui sont anténataux. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns ? C'est ce qu'on va appeler les facteurs en fait intrinsèques. La primiparité, non ? La primiparité, oui, Très bien. très bien. Quoi d'autre ? Ça touche les jumeaux. Ouais, la crise du logement. C'est la crise du logement dans l'utérus. Voilà, c'est quand on a moins de place. Désolé messieurs, mais les garçons. Ouais. Les garçons seraient dits un peu moins moteurs que les filles. Donc dès lors que c'est une primipare qui attend un garçon, il y a plus de chances qu'on ait une plagio. Macrosomie. Macrosomie, oui, très bien. Et qui concerne aussi un peu la maman. Une idée ? Alors on va dire les utérus contractiles, celles qui contractent beaucoup. Et donc ça veut dire que c'est des mamans qui vont plutôt rester alitées et donc qui vont beaucoup moins bouger. Donc une maman qui n'est pas très mobile. Exactement. Fait partie des facteurs intrinsèques de troubles de malformation crânienne. Après, on va avoir tout ce qui est facteur au moment de l'accouchement. D'accord ? Les cordons autour du cou, les fractures de clavicule, d'accord ? Les bébés sièges aussi sont répertoriés. Qu'est-ce que j'oublie d'autre ? L'instrumentalisation. Alors, petite note sur l'instrumentalisation. Ce n'est pas forcément l'instrument qui va faire que si bébé est né en ventouse ou en forceps ou autre, qui va développer une plagio. C'est peut-être que déjà, in utero, il y avait peut-être déjà un mauvais placement. Donc, on a dû venir l'aider. Donc, c'est déjà aussi un facteur de risque. Les césariennes, parce que bébé n'a pas fait le passage en voie basse. Donc, sa tête n'a pas, on reviendra sur la tête juste après, mais la tête n'a pas fait son job de « je rétrécis mon périmètre crânien d'environ 1 cm, faire le passage dans la voie basse ».
La primiparité, ce sont des bébés qui vont être très coucounés, très protégés et donc finalement très peu mobiles, hein, puisqu'en fait ils vont être dans les couveuses pour toutes les raisons que vous connaissez et qui sont liées à la néonatologie et la primiparité. Qu'est-ce qu'on a d'autre Après, on a tous les facteurs extrinsèques, mais environnementaux. Voilà. Qui sont la pédiatrie, c'est un univers qui est très commercialisé, qui est très marketé. Je ne sais pas si on dit ce mot-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on est jeune parent, on a envie du meilleur pour nos enfants. Et ben en fait, on a tous les commerciaux qui vont dire « Ah, il vous faut ci, il vous faut ça ». Donc, on vous envoie vers des coussins anti-tête plate. Bullshit. Qui ne sont pas. Alors, ce n'est pas des coussins anti-tête plate, ils la donnent. Hein. Très il la donne, voilà. Il la donne. Si le bébé avait une plagio, on l'installe dessus, il finit avec une brachycéphalie. On n'entend pas ? On entend moyen. On entend moyen ? Bof, bof. Il commence à y avoir du monde sur le salon. C'est peut-être le... Alors, à ma gauche, je vous présente Charlotte, notre présidente de l'association ABPIDF qui vient avec les flyers, qui va vous distribuer les petits flyers. C'est super, c'est mieux. Parle pour voir. Oui, tu m'entends là ? C'est bon ? C'est bon ? On n'entend pas ? Un peu plus fort. On va parler plus fort ? Ok. Je pense que c'est bon. On va parler plus fort aussi. Voilà. Donc on était sur les facteurs de risque. Oui, donc alors tout ce qui va limiter la mobilité. Il ne faut pas oublier qu'en fait, la plagiocéphalie, on va revenir sur les définitions. S'il y a quelque chose à retenir, c'est que c'est une pathologie de l'immobilité. Okay. Donc un bébé mobile, c'est un bébé où déjà on est dans la prévention et on est déjà dans un moindre risque de déformation crânienne positionnelle. Voilà, on est suffisamment formés, nous, en kiné, notamment avec Michel Forestier, sur tout ce qui est de la mobilité, de la motricité libre. Donc il est évident qu'on a un rôle à jouer, c'est aussi d'expliquer aux parents comment manipuler un bébé dès la naissance. Moi, souvent, ce que j'explique aux parents, c'est que pour prendre son bébé et le mettre sur le ventre, parce qu'on nous dit qu'il faut qu'il passe du temps à faire du tummy time, et le tummy time, c'est pas je prends mon bébé, je le retourne comme une crêpe et je pose sur le ventre. Et pourtant, c'est ce que les parents font. Alors, avant que Solène ne continue, il ne faut surtout pas oublier une chose, c'est que le bébé, en fait, ce n'est pas, effectivement, il y a une enveloppe corporelle, tout ça, mais ce n'est pas un être humain au terme que nous, on l'entend. C'est un être sensorimoteur. Donc l'enfant, plus vous allez le stimuler, sans aller dans l'excès stimulation, mieux c'est. Et je laisse Solène continuer. Voilà, donc l'idée, ce qu'on peut expliquer déjà aux parents, c'est déjà d'observer que le bébé peut répartir les pressions sur sa tête, tant d'une tempe à l'autre. D'accord ? S'il est toujours stimulé du même côté, c'est déjà un bébé qui va préférentiellement appuyer toujours sur le même côté du crâne. L'exemple qu'on donne, en fait, que ce soit en formation avec les étudiants, merci les filles, ou même dans les formations en postgrad, en fait, c'est l'exemple de l'abricot. L'abricot, vous voyez tout ce que c'est, le petit fruit super doux, machin, etc. Si vous le posez sur la table, cet abricot-là, pendant 24 heures, qu'est-ce qui va se passer ? Il va s'aplatir du côté de la table, du côté de la contrainte. Eh bien, c'est exactement pareil avec le crâne du bébé, parce qu'en fait, on est sur une structure qui, même si effectivement, on a les noyaux osseux, les écailles, etc., on est sur une structure qui est extrêmement molle. Donc voilà ce que c'est qu'une plagiocéphalie avec ce qu'on appelle la loi de l'abricot trop mûr. D'accord ? Une plagiocéphalie, c'est une asymétrie de l'arrière de la tête qui peut être occipitale ou qui peut aller jusqu'à une fronto-occipitale, c'est-à-dire que j'ai même mon frontal qui est avancé, d'accord, avec un décalage des oreilles. Pour revenir juste sur les termes. Oui, alors donc, voilà, vous avez bien compris, la plagiocéphalie, c'est une déformation asymétrique de l'écaille occipitale. Okay, et donc, on peut définir une plagiocéphalie droite, donc une déformation, un aplatissement pardon, de l'écaille occipitale à droite, et la plagiocéphalie gauche. Aplatissement du côté gauche. Merci. Je pensais qu'il y aurait plus d'émulation. Faut suivre. A contrario, donc, on a aussi une déformation de l'écaille occipitale qui, cette fois, va être symétrique et on va la nommer la brachycéphalie. Donc, la brachycéphalie, c'est un aplatissement symétrique de l'arrière de la tête. D'accord ? Donc, c'est une tête qui n'a pas pu grandir en postérieur. Il ne faut pas oublier que c'est au moment où c'est l'encéphale qui grandit, qui vient pousser sur les sutures et donc sur la boîte crânienne pour permettre sa croissance. Okay ? Si j'ai un obstacle derrière, c'est une tête qui ne grandit pas en postérieur. Donc, du coup, ça grandit
sur les côtés. C'est des bébés qui peuvent avoir les oreilles légèrement décollées alors que papa et maman ne l'ont pas. D'accord, c'est déjà un indice. Si papa et maman n'ont pas les oreilles décollées, c'est ou génétique ou il y a une brachie. Mais ça sort pas de nulle part. Et c'est des têtes qui vont partir vers le haut, ce qu'on appelle des têtes en panne sucre. En général, ils sont tout beaux, tout mignons, ils ont une bouille bien, bien ronde. C'est des bébés assez costauds, des fois, qui dorment beaucoup. Vous avez des parents qui sont reposés. Le bébé reste dormir tout le temps sur sa tête, né au zénith. Souvenez-vous ce que je vous disais, l'immobilité. Donc un bébé qui ne bouge pas peu, un bébé qui dort beaucoup, ce sont des signes qui doivent vous alerter. Ou en tout cas, parlez-en aux parents pour que ensuite la maman, lorsqu'elle vient en rééducation de son périnée par exemple, en parle à son kiné, vous en parle. D'accord ? Donc le défaut de mobilité, tout ce qui va être contraignant pour le bébé, donc le coussin anti-tête plate, les parents Transat. qui disent pardon, Tout ce qui va être transat, ouais, transat, voilà. Le maxi-cosy, on dit en fait on a fait un voyage en voiture, il dormait, on n'a pas osé le laisser et il a dormi 4 heures. Non, ça surtout pas. Donc voilà, donc tout ce qui est défaut de mobilité ou au contraire un bébé qui dort ou bébé peu mobile, tout ça, ça doit être des signes d'alerte. D'ailleurs, on a oublié de parler d'un tout petit truc qui est extrêmement important, c'est que vous avez le devoir de prendre des mesures. On va y revenir. Un bébé, tout s'est bien passé pendant la grossesse, il n'y a pas eu de souci, voilà. On est sur une grossesse à terme. Un bébé à la naissance, en moyenne, quel est le périmètre crânien ? Est-ce que vous le regardez dans les carnets de santé ? Le carnet de santé, c'est une des choses, lorsque vous faites votre bilan, à aller consulter. 35, exactement. Entre 34 et 36 voilà. cm. La moyenne, c'est ça. En 1 an, l'enfant va prendre jusqu'à plus de 12 cm de périmètre crânien. L'adulte, c'est combien en moyenne ? Pardon ? 50 ? Ouais, on est sur 56. 54, 56, 58, voilà. Donc, à la naissance, je suis à 35. À l'âge adulte, je suis à 50, allez, on va dire 56. La première année, en fait, je prends jusqu'à plus de 12 cm de périmètre crânien. Donc, je suis à 47 cm. Vous imaginez ? La première année. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir extrêmement vite. D'accord ? Plus on va agir vite, plus on va prendre en charge ces enfants tôt, plus on aura de chances de récupérer cette déformation crânienne positionnelle. Que ce soit une brachie, une plagio ou ce qu'on appelle combiner les brachycéphalie et plagiocéphalie. On a un exemple là ou pas ? Non, on n'a pas les crânes. Bon, voilà. Donc sachez qu'on peut avoir les deux types. La brachycéphalie associée à une plagiocéphalie. D'ailleurs, c'est rarement juste isolé. Et d'ailleurs, c'est très rare qu'elle soit juste isolée. Donc, dans la prise en charge, évidemment, on va prendre les mesures de ce périmètre crânien et la prise en charge. De toute façon, dites-vous bien que c'est une prise en charge qui est globale. On va travailler sur les chaînes musculaires, on va travailler sur les éventuelles malpositions de pied, parce qu'on en a. En fait, tout ça, c'est cumulé. Donc, voilà, dites-vous bien que dès lors que vous prenez en charge un bébé, allez checker le crâne. Faites les mesures crâniennes. Avec le craniomètre. Merci. Voilà. Et notez-le sur le carnet de santé ou sur votre bilan. Il y a différentes méthodes de mesure pour prendre les mesures craniométriques. Soit il y a des craniomètres comme ça, il y a des craniomètres plutôt numériques, d'accord. Et il y a aussi, je crois, dans les formations de Benoît Chevalier, on est plutôt en thermoformable. Il n'y a pas de mauvaise méthode, il n'y a pas de moins bonne méthode. Il y a celle qui vous convient, qui sera reproductible pour vous. Et surtout, vous donnera une ligne de conduite sur la récupération ou pas de cet enfant. C'est surtout ça. C'est déterminer à peu près ce qu'on est. Je vais vous faire parler, je vais faire un petit mot sur cette tête-là. Moi, c'est un dessin que j'aime beaucoup quand j'explique aux parents. La tête en bleu ici, c'est la tête d'un bébé déformé à la naissance. Donc elles sont rares, mais elles existent. En vert, c'est tout ce qui gagne en périmètre crânien entre 0 et 6 mois. En sachant que les 2 tiers sont déjà pris aux 2 mois du bébé.
Donc c'est autant dire que la plagiocéphalie, si elle s'installe, on est déjà dans les 2/3 du verre. Et en jaune, c'est ce qui va gagner encore en périmètre crânien de ces 6 mois à ces 12 mois. Donc quand on nous dit « ne vous inquiétez pas, ça se remet tout seul », ben on a intérêt d'être vachement efficace déjà dans le verre. Hein. Parce que si après on attend qu'on a le bébé de 6 mois qui arrive au cabinet et qu'il n'a plus que ce petit liseré jaune à récupérer, ben on commence à être mal. D'accord ? Donc c'est pour ça que la prévention, elle est super importante. D'accord ? Si vous voulez... Vas-y. Alors, au niveau de la brachycéphalie et de la plagiocéphalie, donc comme on vient de vous l'indiquer, on fait des mesures crâniennes et bien sûr, il y a des échelles. Donc, pour la brachycéphalie, vous avez vu, donc l'aplatissement, on sait que c'est l'aplatissement postérieur symétrique de l'écaille occipitale, et vous allez avoir divers degrés de léger à sévère. Okay. Alors, attention, encore une fois, on a des crânes qui, ethniquement parlant, en fait, ont des petites variations. Exemple, sur des bébés qui sont plutôt d'origine subsaharienne, en fait, on va avoir des crânes qui sont plutôt très longs. Ce ne sont pas des dolichocéphales, en fait, où le crâne est très, très allongé. Okay. Chez des bébés qui sont d'origine ethnique asiatique, en fait, on a déjà une pseudo-brachycéphalie. Okay. Donc attention aussi à l'origine ethnique des parents, surtout quand vous avez que vous voyez que la maman et que le papa, par exemple, est d'origine asiatique, posez quand même la question. Parce que une brachycéphalie modérée, par exemple, chez un bébé européen, n'aura pas les mêmes conséquences que l'enfant que vous mesurez avec une brachycéphalie modérée, mais dont papa, par exemple, en fait, est d'origine asiatique. Okay. Donc prenez en compte quand même cet élément-là. Même si, évidemment, voilà, les indices crâniens, là, quand on est plat à 100%, c'est-à-dire que lorsque vous avez le diamètre longitudinal qui est aussi long que le diamètre latéral, on est sur du grave et du sévère. D'accord ? Oui. Allez. La plagiocéphalie, on vient également prendre 2 mesures. On fait une soustraction entre 2 diagonales, ce qui nous donne une échelle de sévérité. Pareil, personne n'a le crâne parfaitement symétrique, donc on estime qu'entre 0 et 3-4 mm, on est dans une plagiocéphalie tout à fait normale. D'accord ? Entre 3 et 10, on est dans du léger, 10 et 15, modéré, au-delà, on est dans du sévère. Au-delà de ces mesures, les mesures nous donnent juste une indication. Ce qu'il faut aussi prendre en considération, c'est toute la morphologie crânienne. D'accord ? Parce que quand on a, au niveau d'un visage, un visage en virgule, un œil qui est avancé plus petit que l'autre, une oreille aussi en décalage, une voûte qui ne va pas bien, un fronto-occipital, on peut être dans des mesures qui sont des fois tout à fait modérées, où on se dit ça va, il ne nous fait pas trop peur, mais avec beaucoup de critères de sévérité au niveau du faciès. Auquel cas là, on se dit on n'est pas que dans une petite plagiocéphalie. D'accord ? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette plagiocéphalie, elle aura un impact sur la croissance de votre axe vertébral, donc la colonne vertébrale. À partir du moment où vous avez une asymétrie donc au niveau de l'écaille occipitale, dites-vous bien que ce sont les muscles sous-occipitaux et tous les petits muscles en fait, qui vont partir de ces écailles occipitales qui vont du coup avoir des incidences sur la colonne et donc l'axe de notre bébé. Donc un enfant qui grandit sans avoir été pris en charge parce que pas de bol, il habite au fin fond de la Lozère et qu'il n'y a pas de kiné, où c'est difficile d'accès, hein, on en est tous là avec les déserts médicaux. Dites-vous bien que c'est un enfant qui, au niveau de sa morphologie, de sa posture, va être très embêté. Donc ce sont des enfants qui, par exemple, auront du mal à rester assis et que la maîtresse éthiquera en mode... hyperactif, mais c'est juste parce qu'en fait, il sera pas confortablement assis. C'est un enfant qui, au niveau du sport, ça sera compliqué pour lui de faire du surf, par exemple. C'est un enfant qui aura des difficultés de motilité, de motricité. Okay, c'est des enfants qu'on traitera d'enfants gauches. Voilà. Donc, sachez que ça a vraiment un véritable impact, en fait, et que c'est pour ça que c'est une prise en charge qui est vraiment globale, et c'est pour ça qu'on travaille en pluridisciplinaire. Un petit mot sur le réflexe tonique asymétrique du cou. On n'a pas oui, parlé. Il faudra qu'on parle des casques aussi. Ouais. Un bébé qui a une plagiocéphalie, admettons gauche, c'est un bébé qui reste souvent la tête tournée à gauche. J'ai un petit torticolis, j'ai le réflexe tonique asymétrique du cou ou l'escrimeur. Hein ? L'escrimeur. L'escrimeur. Voilà. C'est quand je tourne la tête, je fais une extension, bébé fait une extension de son bras et de sa jambe d'un côté et une flexion, inclinaison du tronc de l'autre côté.
Si j'ai une grosse bosse ici au niveau de mon crâne, il va être difficile, rappelez-vous, que le bébé, le poids de sa tête fait combien à peu près par rapport à son corps? Est-ce que vous savez la proportion? Un tiers. Un bébé, sa tête fait un tiers du poids du corps. Donc il faut que musculairement, au niveau du cou, qu'il ait un bon rempart pour pouvoir trouver sa motricité. Nous, adultes, on fait qu'un huitième. Hein. Intelligent ou pas, on a à peu près un huitième du poids de notre corps de matière qui sommes là. D'accord? Donc bébé reste là. Il a du mal à passer parce que mes muscles ici, entre j'ai un torticolis, j'ai une bosse de compensation, j'ai du mal à tourner ma tête. Ben, c'est un bébé qui va développer, ne serait-ce que visuellement, un œil qui regarde de près d'un côté, un œil qui regarde de loin de l'autre. Donc quand je vais me verticaliser, ben, je vais me faire une petite avancée comme ça. Parce que mon œil qui voyait de près d'un côté, il a plus de mal. Donc à l'école, je vais pouvoir avoir aussi des difficultés d'apprentissage. D'accord? Sans compter tout le schéma après en inclinaison qu'il va pouvoir développer. Un tout petit mot, parce que ça c'est un peu aussi mon dada, c'est que évidemment vous vous doutez bien que si vous avez une avancée un aplatissement asymétrique de l'occiput, vous allez avoir une avancée peut-être du temporal. Or le temporal, c'est l'articulation temporo-mandibulaire. Donc imaginez les éventuels dégâts qu'on peut avoir au niveau de l'occlusion, voire même des défauts au niveau de succion, déglutition et même formation au niveau des dents. C'est un autre sujet, mais il faut quand même l'avoir en tête. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a trouvé, qu'on a rééduqué, éduqué les parents, rééduqué les enfants et tout, et que malheureusement, ça n'avance pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Solution? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a les orthèses crâniennes. Les orthèses crâniennes sont des traitements de deuxième intention. D'accord? Ça doit normalement suivre le chemin de bébé a une plagio, on a été voir le kiné, l'ostéo, on est en échec thérapeutique et on peut apporter la mise en place d'un casque. Les orthèses crâniennes, on ne va pas en mettre parce que, hop, tout le monde a décidé de le faire. Ça ne vient pas non plus parce qu'on a des mesures qui nous disent il faut le mettre. Il y a tout un cheminement à faire. Oui, pardon. Oui. Tu veux poser maintenant? Donc, quand on reçoit les enfants, moi je pose des casques, donc je peux vous en parler en long, en large et en travers. Quand on reçoit les parents et les enfants, on voit déjà le chemin qu'ils ont parcouru, thérapeutique. On voit aussi où en sont-ils dans leur motricité. Oula, qu'est-ce que j'ai perdu? Où ils en sont dans leur motricité. Non, ça marche. Parce qu'un enfant, un exemple, un enfant qui a une brachycéphalie, qui, elle, va être modérée, donc aux alentours de 90, admettons 90-92, qui en est au tout début de « je me retourne, je commence juste à ramper un petit peu », il en est au tout début de sa récupération au niveau crânien. Pour vous donner un ordre d'idée, la plagiocéphalie, on récupère bien jusqu'à 6-7 mois de l'enfant. La brachycéphalie pure jusqu'aux 2-3 ans. D'accord? C'est beaucoup plus long, mais ça va énormément avec la motricité. Donc un bébé qui a une tête harmonieuse sur du 90% de brachy, on ne va pas l'orthéser comme ça. On va lui laisser du temps. D'accord? Les casques qui se posent quand? Ils se posent en général aux 6 mois du bébé. C'est là qu'on commence à se poser la question. Des fois, ça peut être avant si on est vraiment dans des très grandes sévérités. Moi, j'ai reçu des enfants qui avaient plus de 22 mm de plagiocéphalie. Ou des fois, sur des brachycéphalies, on était à 114%. Donc ça commence à être du très sévère. Là, disons que même en mettant la bonne volonté des parents, en faisant de la grosse motricité, on va ramer. D'accord? Donc du coup, l'idée, c'est, voilà, quand est-ce que je pose? Le plus tôt, c'est le mieux, parce que le traitement va être de plus court. Mais l'idée, c'est pas non plus de venir de façon obligatoire à mettre un casque à chaque enfant, dont les parents voudraient en poser un, parce que c'est plus facile. Et souvent, les parents, ce qu'ils nous disent, c'est que quand on a une tête comme ça, donc le casque, il arrondit la tête, il fait « Ah, c'est trop génial, le casque, il a donné de la motricité à mon bébé ». Ah non, pas du tout. Le casque, il ne donne pas de la motricité. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la tête d'un bébé faisant un tiers du poids du corps, ici, ayant une grosse bosse de compensation, le bébé, il ne passe pas. On arrondit l'arrière de sa tête avec le casque, le bébé, il passe sans problème. Donc, il n'a pas donné de la motricité, il a juste arrondi l'arrière de la tête. Et bébé étant programmé pour aller vers ses retournements et toutes ses acquisitions motrices, on lui donne juste un petit coup de pouce et il part. D'accord? Donc, ça reste des casques qui sont en général légers. On est sur du... je ne sais plus, 150 grammes, je crois. 150 grammes à peu près. Donc, ça dépend de la taille de l'enfant, tout ça, mais on reste sur des choses qui sont légères. Il y a différents types de casques. Il y a des casques qui sont en impression 3D, il y en a d'autres qui sont en thermoformable.
peu importe, c'est des choses qui ont des technicités différentes. Mais quand le bébé est jeune, ils ont le droit d'aller chez tous les orthoprothésistes, ça fonctionnera très bien. D'accord ? Alors, on pourrait en parler encore des heures et des heures et des heures, hein, mais malheureusement, voilà, on est très timé. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Et après, on a notre présidente qui se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à... Oui. Les parents, pour les oreilles décollées, ils l'ont pas génétiquement. Que l'enfant avec la brachie, il l'a. Mais c'est dû à quoi? Alors, c'est dû au fait que les pariétaux s'écartent. Voilà. C'est comme ici, le bébé, le crâne ne peut pas grandir vers l'arrière. Et ben, il n'y a pas le choix. Le cerveau, quand il grandit, il vient écarter ici au niveau des pariétaux. Vous avez l'impression que le pariétal est plié, en fait, qui fait un angle droit. Il est plié. Il est plié, ouais. Moi, je me demandais, c'était un peu une question bête, mais par exemple, pendant que les écailles sont encore molles, est-ce que, par exemple, un massage, ça peut aider la reformation? Non. Alors, c'est pas mou dans le sens de la pâte à modeler. Oui, non. Alors, on appelle ça mou, pourquoi? Parce que lorsque le bébé est né, en fait, vous avez ce qu'on appelle des sutures, ok? Et on va avoir une croissance osseuse encondrale, et les sutures vont venir, au fur et à mesure de l'âge de l'enfant, venir se souder, ok? Les sutures, et vous avez également ce qu'on appelle les fontanelles. Voilà, les fontanelles, par exemple, la fontanelle antérieure, elle se solidifie, c'est 6 mois 8 mois, 8-9 mois, je m'en souvenais plus, merci Charlotte. Voilà, 8-9 mois pour justement laisser la place en fait au crâne de s'expandre sous l'effet alors à la fois de la croissance du cortex, mais aussi de toutes les forces externes en fait qui sont liées à la musculature, les temporaux, les sous-occipitaux, etc. D'accord ? Vous avez parlé de quand il y avait une plagiose, ça influençait sur la posture, du coup. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec les scolioses? Alors, la science n'a pas encore établi un lien de cause à effet, mais on peut supposer que, effectivement, moi, il m'arrive de mesurer mes petits ados scoliotiques avec mon craniomètre. C'est pas très, très rond, quoi. Mais... On peut l'avoir en clinique, mais c'est pas encore. Il n'y a pas d'études probantes sur le sujet, mais en clinique, c'est clairement avéré, ouais. Après, les recherches sont en cours aussi, hein. Mais à la dernière veille sanitaire, on avait rien, enfin scientifique, pour l'instant, il y avait rien. Mais c'est une question qu'on se pose parce qu'effectivement, dans notre pratique au quotidien, ça nous interroge, ça nous questionne. Après, quelle va être la proportion de ces scolioses qui sont dues à une plagiocéphalie? Voilà, et est-ce qu'on ne peut pas avoir, je dirais, les deux sans qu'elles soient non plus liées? Ça peut être aussi le cas. Ce qui est mis en lumière par les études, c'est surtout que c'est ton syndrome postural en fait qui est associé à la plagiocéphalie et qui peut perdurer sur la croissance de l'enfant et qui du coup va entraîner potentiellement des attitudes scoliotiques, voire des vraies scolioses. Mais c'est vraiment plutôt le syndrome postural, pas la plagio. Voilà, c'est pas la plagio même qui est instigatrice de ça. C'est vraiment le bébé virgule qui garde cette asymétrie motrice. C'est justement le point sur lequel je voulais revenir. En fait, on parle aussi de bébés en virgule. Ce sont des bébés en fait quand ils ont des rotations, voilà. Exactement. En fait, ils ont cette concavité qui se dessine avec au niveau de l'axe vertébral, mais aussi au niveau du bassin. Donc c'est pour ça que je vous dis quand vous prenez en charge un bébé avec une plagiocéphalie, travaillez en global et la posture évidemment. Même si avec la déformation, le cerveau il est quand même réparti de façon homogène, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas la même répartition par rapport au lobe, par rapport à la normale, est-ce qu'il y a un impact ou pas même par rapport à la place du cervelet, etc. Alors là, non. Les études sont fermes quand même dessus. Non. Comment ? Oui, mais sévère. Ouais, mais hyper sévère. Et il y a ça, et il y a aussi ce qu'on appelle quand vous avez les craniosténomes, quand en fait les sutures se sont fermées beaucoup trop tôt. Et du coup, on n'a pas de possibilité d'expansion au niveau crânien. Voilà. Donc là, c'est pas de notre ressort. C'est pour ça que d'ailleurs, un bébé qui peut bénéficier d'une orthèse crânienne doit passer en consultation auprès d'un neurochirurgien pédiatrique pour savoir si, faire le diagnostic différentiel, savoir s'il y a une craniosténose ou pas. Parce qu'on ne viendra pas orthéser un bébé qui a une craniosténose. Alors ça, on les a pas
on les a pas beaucoup, attention. Hein. En libéral, on les a très mais peu. c'est une condition aussi pour mettre une orthèse. Voilà, oui. Pour répondre à ta question, finalement, là, il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur le fait que le développement du cerveau au niveau cognitif, moteur, place des différents organes, le cervelet, la substance blanche, tout était bon. Et c'est ce qui a donné le fait que les neurochirurgiens ont dit qu'il n'y avait que des conséquences esthétiques. Et c'est pour ça qu'on a diminué énormément les conséquences de la plagiocéphalie et que c'est parti que sur l'esthétisme. C'est là qu'il y a eu les déremboursements de soins. C'est pour ça que les orthèses crâniennes sont encore en discussion parce qu'effectivement, les répercussions, elles sont fonctionnelles et elles sont entre guillemets pas graves pour le corps médical. Et c'est pour ça qu'il y a tout le non-consensus sur la prise en charge de la plagiocéphalie entre le médical et le paramédical. Alors, sauf que pour contrer cet argument qu'on nous dit sur justement que c'est qu'esthétique, moi souvent ce que je dis c'est que sur une tête comme ça, un petit bouchon, si je veux faire du vélo avec lui, je suis bien obligée de lui mettre un casque, hein, sinon c'est la police qui me tombe dessus. Et au niveau de sa sécurité, sauf que un bébé, on va pas lui trouver un casque à sa taille au rayon bébé chez Decathlon, on est obligé d'aller au rayon enfant. Et les casques sont toujours ovales. Decathlon n'a pas prévu de changer sa forme de casque. Donc c'est un bébé, on se dit heureusement qu'il y a une jugulaire pour le tenir, parce que sinon derrière il y a un vide. D'accord ? Donc esthétique, oui, mais pas entièrement sécurisé encore. Hein. Je veux dire, s'il doit faire de l'équitation, limite c'est encore mieux. C'est une petite accroche là, mais... Ouais. D'autres questions ? Chez les prémas, est-ce que c'est pas majoré justement le fait qu'ils soient en alitement plus important ? Alors si, la prématurité est aussi un risque. Souvent, un ce qu'on peut voir, c'est facteur de aussi... risque, oui. Comment ? C'est un gros facteur de risque. Ouais, c'est un grand facteur de risque, la prématurité. Aussi parce qu'ils sont passés souvent en réa ou en néonat et autres. Ils sont aussi tuyautés, branchés, tout ce que l'on veut. Je pense qu'à ce moment-là, la plagiocéphalie et la brachy, c'est pas de leur ressort. C'est pas ce qui inquiète. L'urgence, c'est ce qu'on appelle en fait, on va plutôt aller vers des soins de neurodéveloppement. Où par exemple la notion de peau à peau va être extrêmement importante. Donc en fait, ces enfants-là vont être malgré tout verticalisés sous surveillance médicale, évidemment, les scopes, etc. Mais effectivement, ce n'est pas la priorité. Et donc là, pour les prémas, les grands prémas comme ça, c'est ce qu'on appelle vraiment les soins de neurodéveloppement. Où vous avez toute une batterie en fait, de mobilité. En fait. Donc ce sont les infirmières, ce sont même les kinés qui sont formés en néonat, qui vont venir dans ces unités-là et qui vont mobiliser, mettre les enfants tantôt sur le côté, tantôt à droite, à gauche, tantôt sur le ventre, parfois lorsque c'est possible. Donc grosse prise de conscience parce qu'on le sait. Voilà, le cerveau est en pleine croissance et on a vraiment besoin d'avoir cette mobilité-là qu'il devait normalement avoir in utero, mais qu'il n'a plus pour plusieurs causes. Et évidemment, après, lors de notre prise en charge, on en tiendra compte en se disant c'est un bébé qui a été préma, il a été moins sollicité qu'un autre bébé qui est arrivé à terme. Et donc, du coup, on va demander à plus stimuler après avec les parents. Et c'est pour ça qu'en fait, votre bilan, lorsque vous recevez un enfant, est extrêmement important. Et justement, allez regarder dans le carnet de santé, parce que tout ça, c'est noté. Ok, c'est vraiment... Et lors de votre bilan, surtout aussi checker la vie de ce bébé. Souvent, les parents me disent non, il est vachement bien sollicité, je fais ça. Je dis décrivez-moi la journée type. Et quand on décrit la journée type, on se rend compte que ce bébé n'est jamais posé au sol. Parce que finalement, on a dû s'occuper des autres enfants. Oui, un autre facteur de risque dont on n'a pas parlé, c'est tous les bébés, quand on a une fratrie, qui arrivent au-delà de 2. Parce qu'un bébé, 2 parents, ça va. 2 bébés, 2 parents, ça se gère encore. 3 bébés, 2 parents, ça commence à être complexe. Prenez Donc, un à un moment chien, donné, le numéro 3, il commence à rester un peu plus dans un transat. Donc lui, il va falloir éduquer les parents, dire attention, ok, c'est le numéro 3, mais il va quand même falloir le sortir un petit peu de ce transat. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'éducation thérapeutique parentale et sur la stimulation, quelle qu'elle soit, mais vraiment sur la stimulation. On parle de bilan initial et bilan final. Quand est-ce que vous décidez d'arrêter la prise en charge ? Est-ce que quand les mesures sont parfaitement identiques ou est-ce que quand l'enfant a retrouvé de la mobilité et il progressera de lui-même ? Parce que les parents au cabinet pendant 1 an, toutes les semaines, c'est pas possible. Non. Moi, je vais m'arrêter dès lors que je trouve qu'il y a une motricité suffisante. C'est quand je sens que le bébé il est lancé, j'ai déjà un rampé qui est symétrique. Je commence à avoir un 4 pattes. Et après, on va se revoir, mais peut-être de façon plus large. C'est-à-dire chaque nouvelle étape, s'il y a besoin. Je vais regarder aussi au niveau de la tête s'il n'y a pas des inclinaisons, parce que je peux avoir un bébé tout jeune et il persiste une inclinaison encore dès lors qu'il va arriver en verticalité. Donc là aussi, on va le retravailler de cette façon à ce qu'on perde cette inclinaison qui vient avec la gravité. Après, les chiffres, je vais dire, c'est sur les plagios, sur la récupération de plagio et brachy.
Moi, ça m'est arrivé d'avoir des parents où j'aurais probablement aimé qu'ils orthèsent leurs enfants, mais ils n'en voulaient pas. C'est pas grave. C'est pas moi, thérapeute, qui va dire faites-le, faites-le, faites-le. Et à l'inverse, il y a ceux, là j'ai eu le cas récemment, j'en parlais à Bérangère, j'ai des parents où moi j'aurais jamais orthésé leur bébé, ils sont partis voir quand même le neurochir, et le neurochir il a dit ok, je vous fais l'ordo. Bon, moi j'aurais pas forcément fait, mais ça reste une décision parentale. Ça reste une décision parentale. Après, il faut aussi que l'orthoprothésiste dise là ça vaut pas le coup. Parce que ce que je vous ai pas dit sur une orthèse crânienne, c'est que ça marche très très bien sur des déformations sévères, ça marche très 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 bien sur les bases de crâne, ça marche pas du tout sur les voûtes. Donc quand on a un bébé qui a des chiffres qui sont corrects et puis que le parent il dit c'est juste là, c'est ça qui me gêne, je vois que c'est encore un peu plat. L'orthèse, elle ne sait pas travailler ça. Donc ça ne sert à rien de l'envoyer faire un casque pour ça. Et plus la déformation est légère, plus c'est compliqué de récupérer. Donc un bébé qui a une petite plagio, on va dire, qui est encore à 9 mm, ça ne va pas être la plus facile à récupérer. Ce ne sera pas la plus rapide non plus. D'accord ? Ce qu'on ne vous a pas dit aussi, c'est qu'au niveau du bilan, si vous ne prenez pas les mesures, vous pouvez utiliser l'échelle d'Argentat, qui est une échelle aussi morphologique, où vous cotez en fait de 0 à 4,5, je crois. 4,5, 5 sur justement, est-ce que j'ai le visage en banane, est-ce que j'ai un œil plus petit que l'autre, est-ce que j'ai une inclinaison de tête. C'est déjà un outil qui peut être pas mal sans prendre de mesures, qui permet de faire une continuité du soin. Et moi, je marque dans le carnet de santé. Je mets un petit mot dans le carnet de santé. Important. De ce bébé a eu, parce que je reste convaincue qu'on a besoin aussi de parler, dire ce bébé a eu quelque chose à un instant T, et que quand il sera en phase d'apprentissage, et je pense notamment à l'école, quand il ira voir des orthophonistes, quand il ira voir des psychomotes, quand il ira voir je ne sais quel autre professionnel de santé, se dire cet enfant, il y a eu une déformation crânienne, il y a peut-être eu quelque chose qui aurait pu être travaillé en plus, et c'est bien qu'on arrive à communiquer à plus large spectre, et pas juste à l'échelle du bébé. Voilà, on va libérer la place pour le prochain atelier. Je vous remercie d'être venus, mais on peut continuer nos échanges en dehors de l'espace bleu. Merci à tous.